et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, j'accueille Normand Bourque de la famille Jean-Baptiste Bourque. Bonjour, Monsieur Bourque. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous avez l'air de ça. Parlez-moi de ça, quelqu'un qui est en forme de même. J'aimerais ça que vous me racontiez un peu. J'ai vu, avant de commencer, j'ai vu que vous aviez écrit Bourque avec un K. Oui. Pourquoi que ça l'a changé avec le temps? Le premier qui est arrivé par la savane de Stanford en 1834, ça s'appelait comme ça, avec un Bourque, parce que c'était anglophone. OK. C'était la déportation de l'Acadie. Fait que ça veut dire que nos ancêtres, ils ont parti de l'Acadie, ils sont fait exproprier par les Anglais. OK. Et puis, ils ont pris le bateau. Puis, il y en a la moitié qui sont morts sur les bateaux. Après ça, l'autre moitié, ils ont atterri à Saint-Grégoire. OK. Après ça, l'autre moitié sont morts en traversant la savane de Stanford. Fait que celui qui est arrivé chez nous, il faut laisser être très, très résistant. C'est un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Fait que le nom anglophone, vous l'avez ils l'ont francisé à la deuxième génération parce que probablement que les Anglais, les vrais Anglais qui sont arrivés, Inverness, Leeds et les villages avoisinants vers les lignes américaines, c'est plus anglophone. Oui. Puis ici, ben, c'est francisé. Fait que c'est probablement pour ça qu'ils l'ont francisé. Ça fait du sens. Oui, c'est ça qui est arrivé, parce qu'après ça, les autres familles, les Jutras, les Pinchot, les Vigneault, c'était des noms français. Oui. Puis Bourque, c'était, qu'on en a déduit. Puis Bourque, c'était anglophone. Fait que même à l'époque, quand ils ont parti de l'Acadie, probablement que ça se voisinait, ce monde-là, tu sais. Oui, oui. C'est pour ça, parce qu'on est de la même compagnie qui est partie de là. La même compagnie? La même compagnie qui est partie de là. La même famille, peut-être? Bien, de la même famille, tu sais. Ça a-tu parti, c'était la déportation de l'Acadie. Puis les autres, quand ils sont... Après ça, mon cousin a fait de la recherche, mais quand ils sont arrivés en Acadie, c'était des Français. OK. C'était des Français, mais il y a eu avec des anglophones. Parce que nous autres, finalement, la lignée en arrière de Jean-Baptiste, la lignée, elle venait de la France. OK. Que moi, j'ai pas suivi ça, mais mon cousin, il a fait la recherche, puis ouais, ça a rendu plus loin, là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que Jean-Baptiste traverse Stanford. Oui. Et réussit. Contrairement à d'autres qui ont échoué. Oui. Et il atterrit. Façon de parler. Il atterrit où, lui? Il arrive à Somerset. Dans Somerset. Somerset, qui était le canton Somerset, qui était quand on regarde sur la carte, c'est plusieurs municipalités. Et puis, on me dit qu'ils ont choisi de s'établir les Demers, les Bellemare. Par chez nous, il y avait des Demers, des Bellemare. Oui. Et on choisit d'aller s'installer là parce que le bois était géant. OK. C'était des bois, des arbres, des pins de 200-300 ans, des érables immenses. Fait que, puis à l'époque, ben, le bois, ben, c'était considéré comme un revenu important. C'était une richesse, si on veut. Puis là, ben, ça a pris 3 ans. Je ne sais pas comment il a vécu ce temps-là, je ne sais pas. Mais ça a pris 3 ans avant qu'il puisse se construire une maison. Et puis, il a fallu qu'il trouve une femme à quelque part. Il l'a fait venir, je ne sais pas. Là, il manque ben oui, c'est pas grave. Ben, mais on a tous les noms de ces personnes-là. Et puis, pour s'installer, finalement, dans Somerset, mais c'est parce que moi, j'ai eu, avec mes grands-parents puis mes vieux, mon oncle, j'ai hérité de l'histoire. Ben oui. Puis, on me disait qu'il y avait des billots, là, des pins qui mesuraient jusqu'à 4 pieds sur la souche. 4 pieds sur la souche? Oui. Oh! Oui. Fait qu'à l'époque, c'était... Quand tu coupais un billot, ben, il y avait beaucoup de bois dedans. Mais oui, c'était au Ciot ou au Godendard, oui, c'est ça. C'est ça. Après ça, ben, quand il est arrivé, t'avais les moulins. Quand les moulins acier sont arrivés, ben, comme à Kelly, quand le moulin acier est arrivé, ben là, il pouvait mettre ça sur... Il faisait de la drave avec un barrage, il faisait de la drave. Mais avant ça, le moulin acier, je pense qu'il était
au village. C'est quand que le village a passé au feu, il y avait un moulin-ci au village, c'était à Somerset, là, à Plessisville. Ouais. Il y avait un moulin-ci, un moulin à Bardeau, un moulin à farine, moulin... C'était tout au relais, ça, là, il y a chaussé, là. Oui. C'était tout là, ces engins-là. Il disait que les villages, quand il y avait une rivière, ils se construisaient toujours oui, c'était ça. À cause des moulins. La force motrice, c'était l'eau. L'eau. Hein, les roues d'eau, là. Les roues d'eau, oui. Là. Les moulins à vent avec les roues d'eau, là. Parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Ben non. C'était y aller avec l'énergie motrice qu'il y avait à l'époque. C'était les aspores. Les aspores, c'était le bœuf ou le cheval qui était en montant, là, qui faisait... qui faisait marcher le J'avais jamais entendu ça. C'était un asport, ça. Ben c'était un asport. Ashpower. Oui, horsepower. Horsepower. Puis là-dessus, il y avait un break. Moi, à la maison, j'ai le break. J'ai pas la régine, j'ai le break. Quand il voulait que le cheval... Il y avait une guire en bois, là. Quand il voulait que le cheval ou le bœuf arrête, là... Oui. Il y avait qu'à te lancer ça tombait dans le guire, puis il arrêtait là. Ouais. Puis, sais-tu, on parlait de la terre, vous dites que c'est installé là. Est-ce que c'est encore la même terre que vous possédez aujourd'hui? Où la maison, là, c'est la même terre. OK. Mais c'est les deux frères qui étaient là. Puis Joe, lui, il a bâti, il avait bâti la maison, parce que c'était deux petites terres, ça n'a fait rien qu'un, finalement. Puis, dans l'étable, il y a eu des chevaux, mais il n'y a jamais eu de vaches, parce que lui, il est retourné. C'était Jean-Baptiste, puis il y avait Joe. OK. Ça, c'était deux frères. Deux frères. Puis l'autre, lui, est retourné, il est monté aux États-Unis parce qu'il avait là-bas, il taillait la pierre. Fait qu'il gagnait de l'argent. Fait que c'est pour ça que mon grand-père, moi, qui était de la troisième génération, lui, quand il a eu la chance, il est monté aux États-Unis pour tailler la pierre parce que c'était avec la survie, c'était. Ouais. Puis, à l'époque, sa femme, elle a fait une pneumonie. Et puis, ils ont eu 5 enfants, puis ma tante Marie-Louise qui a survécu, les autres sont tous morts. De pneumonie aussi? Non, ils sont morts à la naissance, je sais pas. OK. Fait que Joseph, il s'est emmené à Somerset, puis il est venu rester ça veut dire mon arrière-grand-père, il y avait 2 terres. Il y avait la terre, puis il y avait une autre terre plus loin. Plus loin, il appelait ça le voisin, la côte à Tchil. Fait que Tchil-Bernard, c'était Archil-Bernard, mais il l'appelait Tchil. Fait que t'appelles ça la terre à Tchil. Là, il y avait une autre terre, là. Fait que mon grand-père restait là. Ça, c'était en montant vers Inverness, là, avant Denis Bergeron, maintenant? Oui, la petite cabane rouge, là. OK. Oui, c'est ça. Pour les gens qui... C'était la terre, ça, qui appartenait au père de mon grand-père. OK. Ouais. Puis, finalement, de fil en aiguille, là, le grand-père, il vieillissait, lui. Fait qu'à un moment donné, il a dit à Joseph, tu vas t'en venir... fait que là, il a tombé veuf. Fait qu'il y avait une fille, fait qu'il s'est ennuyé avec son père. Fait qu'il restait là jusqu'à temps que son père puis sa mère, il meurt. OK. Puis là, il s'est marié après ça. Il s'est marié avec Maria Poitier. Fait que là, il s'est marié en 1898. Parce qu'il a été, je pense, 7 ans veuf. Ouais. OK. Puis il n'y avait pas eu d'enfant le premier coup, à part une fille. Il y a une, Marie-Louise, qui a vécu jusqu'à 97 ans. Tabarnouche. Puis, et puis, c'est ça. Fait que là, quand en 1913, ben là, quand il s'est marié, le grand-père, il en a eu des enfants. Il en a eu un après l'autre, là. Il en a eu 10, là. Il en a eu 10. Oh, mon Dieu! Il en a eu 10. Mais Maria, elle, c'était fort comme un cheval, ça. Ça mesurait 6 pieds, puis elle pesait 225 livres. Pour vrai? Oui, c'était elle battait tous les hommes. Il n'y a pas un homme qui avait... Quand il est à la vieille grange, quand il battait au moulin... Oui. Il battait au moulin avec un petit moulin de bois, là, puis là, c'était des poches de son. Les poches de son, ça, une poche... Après ça, ça a été des poches de 100 livres. Mais une poche de son, ça pesait 200 livres. Puis, mon oncle qui me contait ça, Maria, elle prenait la poche sur ses épaules. Oui. Elle traversait la cour, elle faisait à peu près un bon 200-250 pieds avec la poche. Elle montait en haut du hangar avec la poche, puis elle la vidait dans le corps à grain. Il n'y a pas un homme qui faisait ça.
C'était toute qu'une femme. Oui, c'était toute une femme. Puis c'était une femme déterminée puis décidée. Quand l'hôpital du Sacré-Cœur s'est bâti dans les années 1900, je ne peux pas te dire la date au juste, là. Et pour avoir l'hôpital, tu avais la maison Cormier. Oui. C'était le docteur Cormier, ça. Mais tu n'avais pas d'hôpital. OK. Puis, le ministre avait dit, si vous ramassez 1000 piastres, je vais bâtir votre hôpital. OK. Fait que ma grand-mère, avec son express puis son cheval... Ça, c'est Maria, là, qu'on Maria parle Potier. toujours de cette Ouais. dame-là. Maria, bien- elle a fait le tour du village, puis elle a été déterminée. On va ramasser 1000 piastres. Fait que, à vendre des choux, puis des carottes, puis des pommes, puis des pruneaux. Puis... Fait que quand elle a eu son 1000 piastres, elle a pris le train, elle est descendue à Québec. Oh. Elle est allée au bureau du ministre. Tiens, le 1000 piastres, ça, tu fais à l'hôpital. C'est de même que l'hôpital s'est fait. Pour vrai? Ouais. C'est donc bien une belle histoire. Parce que ma grand-mère, elle était, avant de se marier avec mon grand-père, elle était la servante de Sir Wilfrid Laurier. Pour vrai? Ben, voyons donc. Elle travaillait pour le Sir Wilfrid Laurier à la maison à Arthabasca. C'est ça, j'allais dire, Arthabasca. Ouais. Quand même, hein? C'est tout un parcours de vie. Hein, Puis ma grand-mère, elle faisait du diabète. Elle est décédée, j'avais 1 an. Moi, je sais l'histoire parce que ça m'a été tout raconté, parce que mon père était l'avant-dernier de la famille. Et puis, fait que mes oncles qui étaient plus vieux, puis un de mes oncles qui venait travailler à la maison, fait qu'on jasait beaucoup avec. Puis après ça, mon grand-père, moi, quand il est mort, j'avais 7 ans, mais j'y parlais beaucoup. Puis mon père, ben, il était au courant de l'histoire. Puis parce que ma mère, elle restait au 11. Fait que on était aux deux. Nous autres, on avait des terres de roche, eux autres avaient des terres plus planches, puis moins de roches que nous autres, puis des terres qui se travaillaient mieux, mais par contre, il y avait des savanes. Avant que les fossés soient faits, il y avait bien de la misère à faire de la terre, parce que nous autres, il y avait les savanes puis la terre noire. Nous autres, on n'a pas de savane, on a du roc. Fait qu'un comme l'autre, vous aviez le bois, l'autre avait moins de bois. Oui, c'est ça. C'est ça, ça c'est... mais avec la machinerie, ça s'est amélioré. Les terres ne se vendaient pas à l'époque. On cédait avec un droit de garder jusqu'à sa mort. Garder le patrimoine jusqu'à sa mort. Fallait que ça marche entre les familles dans ce temps-là. Ouais. Tu n'avais pas le choix de t'entendre. Ouais. Mais chez nous, c'était pas supposé d'être mon père qui prenne la terre. C'était supposé d'être mon oncle Alcide. Fait que Alcide, il s'est marié, puis il a resté 1 an avec mon grand-père et ma grand-mère. Puis ça marchait pas. Ça marchait pas. Fait que mon grand-père a dit, Alcide, on va te trouver une terre, on va t'acheter une terre, tu vas t'en aller sur une terre, puis aider, tu vas rester ici. OK. Ouais. Mon père, lui, il était supposé faire un barbier, lui. Mon père avait voulu aller à la guerre, lui, mais c'est parce qu'il avait pas de santé pour aller à la guerre. Okay. Puis il aurait été ben trop malin pour aller à la guerre. Ah non, ils auraient tout tué, lui. Votre père était si malin que ça? Mon père, oui, il était malin. Il veut dire, si tu le rencontrais, c'était un gentil monsieur, bien sociable. OK. Mais si tu mettais de travers à lui, là, ah non, il était tout petit, mais il était vraiment... Il y en avait dedans. Oh oui, puis il allait au bout de ses convictions, là. Lui, il acceptait pas qu'on lui donne d'ordre, si je comprends bien. Ben, c'est pas rien que les ordres. Les contretemps puis la magouille, ça ne marchait pas avec lui. OK. C'est un homme honnête, puis lui, parce qu'il y a eu des jobs, par les députés. Puis mon grand-père, parce qu'il a su ça, lui, mon grand-père était cantonnier. Oui. Il était cantonnier. Fait cantonnier, ça, t'occupes des chicanes de clôture, tu t'occupes des fossés, oui. Des chicanes de voisins, des chicanes de taureaux, toutes les chicanes que tu peux avoir d'une municipalité. Tout ce qui pouvait se passer. Puis mon grand-père, comme on m'a dit, il avait un surnom, c'était Tino. Puis lui, il avait grand courir, là. Puis, mettons, il faisait un pont, les ponts, c'était en bois. Puis, il commençait à faire ça en ciment, mais c'était en bois. Fait qu'il fallait qu'il trouve du monde pour ça, du monde. Puis là, le monde travaillait là-dessus, ben c'était le gouvernement qui payait. Ben oui. Ben c'était mieux payé que de travailler à 50 cents par jour, puis 1 pièce, tu sais. Évidemment. Fait que, il fallait qu'il choisisse son monde, puis pour donner à manger à tout le monde, tu sais. Ben, mon père a vu qu'il était le plus jeune, fait que il a toujours suivi mon grand-père, hein, tu sais. Fait que
c'est pour ça, au niveau des députés, tout ça. Là, Il connaissait tout le monde, puis, là. Puis mon grand-père, ben, vu que Maria avait travaillé, avait resté pour le premier ministre du Canada, elle savait comment ça marchait, la politique, un peu, là. Fait que quand il demandait de quoi à Québec, là, ben là, il fallait que... Ça veut dire qu'ils étaient quand même instruits, vos grands-parents, pour l'époque. Maria et son mari. Oui, ben moi, j'ai eu les livres de comptabilité de mes vieux parents, de mes grands-parents, là, qui marquaient, là, comment que, mettons qu'ils avaient acheté chez la Veuve Bourque, là, ça avait coûté 50 cents. Sur le cordonnier, ça avait coûté 1 piastre. J'ai ça dans mes archives. Combien coûtaient les frais? Les frais, oui. Les crayons, 2 cents. Ça l'a vraiment changé? Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça dans mes antiquités. Parce que moi, la maison chez nous, où je reste, là, a été bâtie en 1913. 1913. Puis l'autre maison, que le premier est arrivé, il avait bâti sur l'autre terre, puis ils l'ont bâti, je ne sais pas si c'était en 35-36. Cette maison-là, est-elle encore là? Non, là, on l'a défaite en 76. Après ça, il y a eu des poules là-dedans, des cochons, des animaux. Puis quand je l'ai démoli en 76, je pensais, moi, ça a l'air tout pourri, ça. J'ai essayé de défaire ça avec le traiteur. Ça se tenait tout vers le carré de la maison, ça levait tout, tu sais. Oh mon Dieu! Ouais. Ça veut dire qu'elle était solide encore? Oui, c'était la couverture qui était pourrie, mais c'était pièce sur pièce, c'était fait, fait à toute épreuve. À toute épreuve. Oui, c'est ça. Oui, fait que c'était un peu ça l'histoire du côté de mon père. Puis mon père, après ça, lui, s'est toujours occupé de politique. C'est parce que les Duplessis l'ont fait suer pas mal. Et puis quand les libéraux ont rentré... Moi, je suis pas une grande connaissance de politique. Duplessis, c'était quel régime, ça? C'était pas conservateur. Conservateur, OK. Les Bleus. Les Bleus, oui. Les Bleus. Les Bleus. Mon père, c'était un roux, puis ben, mon nom, les Bergeron, là. Ulysse Bergeron, là. Eux autres, ils étaient bleus, ils étaient des Duplessis, parce que mon oncle Ulysse Bergeron, lui, il avait 5 de ses sœurs qui étaient sur les religieuses. OK. À Saint-Damien. Oui. Puis mon oncle Ulysse, lui, c'est parce qu'il était marié avec la sœur à mon père, Juliette. C'est que... Puis là, la terre, justement, que mon arrière-grand-père avait, mon grand-père était revenu des États, là, puis bon, ça, c'était... Moi, quand je suis né en 1948, okay. Mon oncle Ulysse Bergeron, lui, il avait 6 garçons, puis il voulait tous les mettre sur les terres, fait qu'il avait dit à mon grand-père, là, aider un des filles, moi, mon père, il avait 4 filles. Parce que moi, je suis seul de gars. Oui, il y avait 9 filles chez nous. OK, vous êtes chanceuse. Et puis là, fait que mon grand-père avait vendu la terre à Ulysse pour 2000 $. Parce que là, qu'il y avait une sucrerie là-dessus, puis le printemps, il engageait 2 employés, il amenait du foin pour les chevaux, puis il faisait des sucres là-bas. Puis mon père, il n'avait pas de capacité. Puis, mais un an... C'est toute sa femme qui l'avait, qu'ils avaient eu les capacités. C'est Maria, ça? Non, Maria, mais mon père, c'était une caron. Fait que... C'était-tu une caron de Laurierville? Non, du 11, Arsène. Puis la terre, fait que quand je suis né au monde, mon père, ma mère racontait ça, quand je suis né au monde, mon grand-père avait dit à Ulysse, il dit, si le petit gars est au monde, tu ne l'aurais pas eu à terre. Oui, c'est une histoire de famille. Hein? Fait que, aussi, puis les Bergerons, aujourd'hui, là, autant il y avait, à un moment donné, il y en avait 5 qui étaient sur les terres, puis il n'en reste plus. Il n'y a plus personne qui a... Ben, Régent, il y a encore des terres cultivées, mais il a vendu sa ferme. Puis, Régent, il n'y a plus de vaches? Non. OK, je ne savais pas. Vendu, ça fait 2 ans. Vendu à Mathieu. Puis Renaud vendu, puis là, les Bergerons, c'est vrai. C'est éteint, ouais. J'ai connu un peu les Bergerons parce qu'il y en avait du côté de ma famille aussi. Ben oui. Côté de ta famille, il y en avait une carolée, là. Oui. Mais on n'est pas aussi pour parler de moi.
Oui, oui, c'est ça. Puis c'est un peu ça. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé au fil du temps? Fait que là, vous, à un moment donné, là, on a parlé de votre grand-père, il a acheté il a gardé son père. Il a gardé son père et sa mère. Ma grand-mère est morte en 49, mon grand-père est mort en 55. Fait que vous n'avez pas connu beaucoup votre grand-mère, pas du tout la grand-mère. Non, non, non. Mais vous avez connu votre grand-papa. Je sais que quand elle est morte, j'étais assis sur ses genoux. Ah oui? Ouais. Ah, ben écoute, j'étais le seul petit gars de la famille, hein. Ça va, j'étais tout le temps chez ma grand-mère. Oh, vous devez avoir été gâté pas mal. ben là, ce bout-là, je me rappelle pas, mais ma mère disait ça, j'étais tout le temps chez ma grand-mère, tout le temps. Hein? Ouais, puis dans ce temps-là, ben écoute, moi, j'ai été le dernier à accoucher à la maison, mais après ça, mes soeurs, j'étais le cinquième, moi, mes soeurs, après ça, ma mère, elle a accouché à l'hôpital. À l'hôpital, ici Ouais. à Plessisville. Oui, puis moi, quand je suis né, c'était le docteur Charon qui est amené accoucher ma mère à la maison. Puis moi, je respirais pas. J'étais bleu. Moi, j'étais un bébé bleu. Oh! Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, le docteur, il me tapait les fesses, puis il me virait de bord, puis je souffrais pas. Il a dit à mon père, il dit, il est mort. Il est mort. Fait que là, tu comprends bien que c'est ça. Fait que là, le docteur, il m'avait par les pattes, il m'a garoché sur le lit. Là, il est parti à respirer. Ah, ben tabarnouche, pour vrai? Ouais. Ouais, c'était syndrome du bébé bleu, là. OK. Ouais. Mon Dieu. Pour ça, j'ai du caractère. C'est pour ça que j'ai du caractère. Moi, je ne vous connais pas assez pour savoir si vous avez... Moi, j'étais un guerrier. Oui. J'étais un guerrier. Vous êtes le fier ancêtre, de ce que je comprends, de celui qui a réussi à traverser cette Oui, bien, c'est ça. C'est ce qu'on dit, ce qu'on a aujourd'hui. Le mérite, là, il vient pas. Nous autres, on a eu l'amélioration, la machinerie, etc. Mais le mérite, il vient à ces gens-là. Ces gens-là là, qui ont persisté et qui ont survécu. Là. Ils ont travaillé fort, puis ils l'ont eu difficile comparativement à la vie qu'on a. C'est ça, hein, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là que je n'ai pas connus, mais on sait toute la souffrance, la misère qu'ils ont eue. Ouais. Aujourd'hui, on a de la misère, mais des petites misères comparées à ça. Là. Si on compare, c'est... Quand tu manges les feuilles là, pour... je ne sais pas comment ils ont fait pour survivre. C'était du monde excessivement débrouillard, mais qui connaissait... Parce que moi, on avait un voisin, moi, c'était le père Joseph Bellemare, mon oculiste m'en parlait souvent. Lui, le père Joseph, c'était comme un sage. Oui. Puis mon père, il m'en parlait et tout. Lui, là, quand il semait, il semait tout le temps avec la lune. Il faisait semences avec la lune. Puis mon grand-père, il copiait sur le père Joseph. Parce que le père Joseph, pour cultiver, là, il était d'avant-gardiste pour te dire que dans les années 30, il a gagné le concours mérite agricole. Oh! Ouais. Puis lui, il perdait pas de temps. Les sucres n'étaient pas finis, là, avec l'employé, il allait amasser les piquets. Puis ceux qui étaient gelés, ils revenaient pour les masser plus tard. Là. Puis quand il faisait ses semences, c'était un homme, que ce qu'on m'en parle, c'était un homme sage. Il vivait avec la nature. La nature, oui. Vraiment, il écoutait Puis il y avait des bons rendements, puis tout était clean, la machinerie, les chevaux, c'était tout bien entretenu, c'était... mon père, mon oncle, il m'en parlait de Père Joseph, ouais. C'était comme un... Aujourd'hui, tu sais, t'as du monde qui apprennent vite. Hein. Oui. Puis t'as du monde qui n'a pas besoin d'aller à l'école bien longtemps pour savoir comment ça marche. Ben lui, il l'avait. Puis il y avait le verra, il ne pouvait pas avoir un verra à chaque porte. Lui, il y avait un verra qui avait fait faire des croisements, là, il servait quasiment à tout le rang pour accoupler les truies. Là. Ouais. Il appelle ça... C'était le cercle de, je sais pas pourquoi, des agriculteurs, puis il appelait, c'était le cochon du sac. Lui, il s'occupait de faire reproduire. Oui, reproduire. Au même titre que quand nous autres, on a eu des taureaux, parce que le père Joseph, lui, Armand, lui, il avait des vaches rouges, là, des vaches Holstein.
Fait que quand les gars du rang, ils voulaient avoir des... Il y avait rien nous autres, avaient des vaches noires et blancs, les autres avaient des vaches rouges. Des Hershey. Des Hershey. Fait que quand ils voulaient avoir un noir, ben, ils venaient à la maison et ils faisaient saillir la vache par notre taureau. Ben oui. Mon père, lui, allait acheter des taureaux pur sang. Fait que ça se promenait, le taureau puis le cochon, ça se promenait dans le rang. Ouais, ça, c'est bien avant le règne des inséminateurs. Ouais, les inséminateurs, ça arrivait en 50, ça. Oh, mon Dieu, vous vous souvenez de ça? Ben, c'était Bellemare. Le premier inséminateur, c'était mon voisin Bellemare, Jean-Paul. C'est vrai? Ouais. Lui qui a commencé à inséminer le premier, là, et puis les chemins n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui, hein. Lui, il avait pris un Jeep d'armée, là. Oui. Puis il avait mis des roues de tracteur pour être capable de passer derrière. Ah, tabarnouche, puis ça fonctionnait-tu? Ah oui. Ah ben voyons donc. Hey, parce que courir les rangs des années 50, là, les ventes de bœuf, tout ça, là, les autos, là, Puis ils prenaient ça où, les semences, la à semence, cette époque-là? Ça venait de Saint-Hyacinthe. Quand même, OK. Ouais, ça a été inauguré, ça, en 48-49, le centre d'insémination, ça. OK. Ouais. Ouais. Puis il y avait la semence. Puis là, c'était de la semence... ça ne durait pas... À cette heure, c'est congelé. Oui. Mais il y avait ça, là, c'était pas congelé. Il fallait qu'il y ait ça, là. C'était réfrigéré, mais ça ne pouvait pas se garder... Non, ça ne devait pas se garder éternellement, indéfiniment, là, ouais. Ah oui, puis il y avait rien qu'un gant. À cette heure, tu changes le gant à chaque vache que tu insémines. Oui. Mais là, il y avait rien qu'un gant, puis c'était un gant de caoutchouc, même. Un gant pour laver la vaisselle, là. Oui. Mais long, là, jusqu'à l'épaule. Ça devait du mal aller. Moi, je sais quoi, je suis emmené inséminer des vaches. Puis, tu sais, avec, tu foutais la doigté, hein, puis nous autres, à ce temps, c'est tout nous autres qui fait ça. Là, j'en fais plus, moi, là, parce que j'en fais passer. Mais, vous avez de la relève maintenant. C'est mes deux gars. Les gars, ils ont 52 puis 42, là. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Puis, y a-tu de leurs enfants qui ont envie de reprendre? En tout cas, ils sont trop jeunes pour le moment, peut-être? Ben là, mes petits-fils, les gars de mes gars, ben, j'en ai un, j'ai le gars Annie, il a 132 ans, lui, mais il n'a pas été élevé dans l'agriculture. Puis là, après ça tombe à Maverick, puis il vous dit, OK, Maverick, lui. Oui, c'est vrai. Peut-être un jour qu'il va revenir. Je sais pas. Est-ce qu'il aime l'agriculture? Oui. Oui. Ouais. Et puis après ça, t'as Hélène. Hélène, il va avoir 21, lui. Il travaille sa construction, il vient nous aider à la ferme. Et là, on dirait qu'il a le goût, là. Il a le goût d'en savoir plus, là. Fait que, tu sais, parce que là, les traiteurs, il est capable de soigner les vaches, faire les rations, tout, mais tu sais, il n'a pas appris, là, c'est quoi faire les croisements, puis faire les recettes des animaux, puis ça, il veut faire ça, il veut pas retourner à l'école, il veut faire ça par correspondance. Il veut voir si j'ai le goût de ça. Ben oui. Après ça, ben on a deux petits, là, qui ont 10 ans et 11 ans, là. Fait qu'il n'y a rien de perdu. Non, eux autres, on dirait qu'ils en mangent, là. Je sais pas que ça va toffer, là, mais c'est quoi. Ouais, on souhaite. Je reviens en arrière un peu parce que là, on a fait un peu l'historique de la famille, de la famille, de la ferme et tout ça. Vous avez une épouse. Oui. Puis j'ai lu que ça n'a pas toujours été ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des bad luck au travers de votre parcours de vie. Il n'y a pas personne qui a une vie parfaite. Vous avez rencontré... Puis j'ai vu que c'était l'époque de la salle Saint-Louis puis de la salle Apollo. Je trouve que c'est bien parce que ça nous... Non, mais c'est une partie de l'histoire que j'ai un petit peu connue plus vers la fin. Et vous avez connu Mme Éliane où, vous? Moi, je l'ai connue à la salle Saint-Louis. Parce que moi j'étais arrêté d'aller à l'école, j'avais 14 ans, moi. Fait que quand j'ai arrêté d'aller à l'école, j'ai tombé isolé. J'avais pas d'amis. J'avais plus d'amis. J'avais perdu mes amis. Je travaillais comme un malade. Moi, à partir de 9 ans, je me levais à 5 heures, je faisais le train, puis avant d'aller à l'école. Puis, moi, l'école, moi, j'étais un premier de classe, mais l'école, je m'ennuyais, là, moi. Moi, c'était à la ferme. Puis j'avais un rêve de monter une ferme. Moi, mon rêve, il était établi. Vous saviez ce que vous vouliez. Je savais ce que je voulais. Après ça, ben là, c'est ça. Fait qu'en 61, on a commencé à acheter une terre du voisin. Après ça, ben là, on a grossi le troupeau parce que on envoyait le lait à Québec, nous autres. Fait que c'était plus payant qu'on faisait du lait à l'année.
Mais là, j'avais dit à mon père, là, parce que mon père, dans le temps, on tirait 22, 25 vaches. J'avais monté ça à 40 vaches, 50. Puis là, après ça, j'ai acheté en 69, j'ai acheté des. En 65, on a racheté une autre terre. Puis en 69, j'ai acheté une autre terre. Puis en 90, j'ai acheté une autre terre. Vous étiez parti en grande, vous, là. Puis c'était toutes des terres abandonnées. Des terres abandonnées que pas. Tu sais, c'était des tas de roches. Puis il y avait zéro drain là-dessus, zéro, tu sais. J'ai tout relevé ça d'un bout à l'autre. Puis, mais je faisais du lait comparé aux autres producteurs parce qu'en 75-76, la moyenne des producteurs de lait au Québec, c'était en livres, là, c'était 350 000 livres. Moi, je faisais 1 million de livres. Oh! Ouais, je faisais trois fois la moyenne. Fait que vous aviez des bonnes laitières. Oui, mais là, j'avais une salle de traite. J'avais une salle de traite, puis une étable fouette. C'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais j'ai réussi à passer au travers de ça. J'ai eu de la maladie. Les vaches ont eu de la maladie. C'était pas le confort. Mais faire rien, j'ai réussi à passer au travers. Puis quand j'ai réussi à passer au travers, là, on a eu en 82 les fameux taux d'intérêt qui ont monté à 22 %. Oui. Puis là, ça a été la cerise sur le sundae. Fait que là, pour passer au travers, ça a pris 2 ans. 2 ans. Fait que là, ma femme travaillait au CLSC, elle était infirmière. Fait que c'est elle qui faisait l'épicerie. Dieu merci qu'elle ramenait un salaire, Ouais, hein? elle ramenait l'épicerie. Fait que moi, on payait tout le restant, mais l'épicerie, c'est elle qui la payait. Pendant 2 ans. Puis là, pour me remettre de ça, c'est pas vrai, moi, de laisser ma peau. J'avais une talle de bois au bout de la terre. C'était du bois franc. C'était une érablière. Ça avait 12 autres. Une érablière, puis ça touchait pas notre érablière à la maison. C'était au bout de la terre, on aurait vraiment taillé ça. Puis j'ai bûché ça pendant deux hivers, 600 cordes de bois de 4 pieds que j'ai vendu. Tabarnouche, hein? J'avais fait 50 000 piastres. Vous n'avez pas chômé, par exemple? Non. Vous l'avez gagné, là. Tout charré ça à la main. Puis vendre ça. Puis, là, on s'est redonné parce que les taux d'intérêt n'ont pas baissé tant que ça. Puis ça a descendu à 14-15. Ça a été le même pendant encore quasiment 7-8 ans, 10 ans. Là. On disait ça avait descendu, mais ça avait descendu à partir de 22, descend à 15. Là, c'est encore haut 15 quand on regarde aujourd'hui. Ben oui. Oui, parce qu'en 85, on avait transformé l'étable, puis c'était... là, ça avait descendu, je pense que c'était à 10-12. Oui, c'est ça. On est loin de notre 5, 6, 7 d'aujourd'hui, hein? Et puis, moins mais pire que ça. Si tu recules de 2 ans, nous autres, les prêts agricoles, on payait 1,5, 2. Oui. C'est pour ça, on dit... Parce que les montants n'étaient pas ça, parce que l'intérêt a monté un peu, mais les montants d'emprunt, c'était épouvantable. Tu sais. C'est 200 000 dans le temps, ça coûte 2 millions aujourd'hui. Oui, pour vrai. Ben, c'est absolument ça. C'est ça. Hein. C'est ça. Ça fait partie de la vie. Fait que vous avez rencontré, là, vous ne sortiez pas beaucoup. Mais moi, ma mère était bien soucieuse de ses enfants. Fait que, quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, là, on a suivi des cours de danse. Tout le monde a suivi des cours de danse. Bien, mes parents avaient suivi des cours de danse, puis ils dit vous allez danser, vous autres. Fait qu'on suivait ça au centre des loisirs. OK. Fait que là, ça t'amène à être... parce que moi, vu que j'allais plus à l'école, puis j'avais pas d'amis. Mais c'est mes cousins qui venaient à l'été. Il y avait tout le temps un de mes cousins qui venait passer l'été à la maison. Ben oui. À part ça, j'avais pas d'amis. Mais là, après ça, quand j'ai eu 16 ans, ben là, je savais danser. Fait que là, d'aller au centre de loisirs. Hey, là. Puis il n'y a pas gros des gars qui dansaient à l'époque. T'avais les hautains de la place qui dansaient. OK. Les hautains, à part ça, les autres, ils restaient assis sur leur chaise et regardaient les demoiselles. Fait que là, vous étiez dans le monde des hautains, vous. Ben là, ça me gênait pas d'aller chercher une fille pour danser. Puis danser le rock'n'roll, danser un cha-cha, danser un tango, merengue. Vous dansiez tout ça? Oui, je danse encore tout ça. Encore? Pire que ça, là, je danse du country. Ben non, c'est pas pire, c'est excellent. Et puis après ça, ben là, on avait, quand j'avais 16 ans, quand j'ai eu 17 ans, ben j'avais mon permis de conduire. Fait que là,
Là, mon père me passait son char. Là, on a laissé le centre de loisirs un peu. On allait à Saint-Louis, puis on allait à Salle-Apollo. Ah oui, À la à Salle-Apollo. Saint-Pierre-Baptiste. Oui, à Salle-Apollo. Puis là, j'ai eu beaucoup de rencontres, mais je ne suis pas sorti avec des filles bien longtemps, tu sais, des fois 2 mois, 3 mois. C'était bizarre, tu sais. Puis c'était tout du bon monde, mais tu sais, j'étais pas... je n'ai pas sorti. Celle la plus longue, je suis sorti 3 mois avec une fille. Puis les autres, ça durait 2, 3 fins de semaine, puis c'était correct, là. C'était correct. C'était correct. Puis, à un moment donné, ben là, j'avais mes chums, les petits Godbout, André et Jules Godbout, c'était mes amis, ça. Mes chums. Fait que, à un moment donné, ben là, quand on s'en donnait à rencontrer, mettons, deux filles qui restaient à la même place, ben ça allait bien. Moi, j'avais un char, lui, il n'avait pas. Une pierre deux coups. Puis après ça, ben... Yann, je l'avais vu à Saint-Louis. Je l'avais vu à Saint-Louis, je n'avais pas dansé avec. Puis à un moment donné, j'avais dit à mes chums, puis il dit, cette femme-là, là, cette fille-là, elle me dit quoi? Elle dit, je vais la marier, cette fille-là. Je ne la connaissais pas. Vous avez dit ça, comme ça? Il dit à mes chums, il dit, cette fille-là, je vais la marier. Puis il dit, je ne savais même pas son nom. Je ne savais pas son nom. Ben voyons. Non, mais j'avais comme un feeling. Un feeling. Là. Vous le sentez. Ça a pris 6 mois. 6 mois. Elle descendait, elle était à Québec, elle étudiait à Québec, elle descendait aux 2 semaines. J'allais danser avec elle, tu sais, puis ça restait de même. Puis à un moment donné, moi, je faisais mon enquête. Parce qu'elle me disait qu'elle restait à Lourdes. Puis là, je trouvais ça bizarre. Elle restait à Lourdes, puis là, son père s'occupait des petites filles de Lourdes, il empisait le char, puis il les emmenait à Saint-Louis. Fait que moi, à un moment donné, il dit, tout bien savoir ce qu'il est. Fait qu'il avait suivi le bonhomme. Ouais, je caressais. Pour vrai? Fait que le temps a passé. Fait que là, finalement, ben, là, ça a été ma blonde. On a été 2 ans à se fréquenter. Quand elle a gradué, finalement, elle étudiait, elle est graduée infirmière auxiliaire à l'Enfant Jésus. Oh, ouais. Quand même à Québec. Oui, mais là, il a eu à faire une gang de fraîchis. Un petit gars de la campagne qui arrive à la graduation des infirmières à Québec. Puis là, il y avait 2 de ses amis, là, c'était du monde comme nous autres, là. Puis les autres, là, c'était ça s'en faisait sacrement. Imagine-toi, là, on est en 69. 69, ouais. Puis, je regarde ça, 68, 69, ouais, c'était d'avoir gradué en 68, 69, c'est marié en 70, ouais. Ça va être on doit avoir gradué en 68, oui, parce qu'elle est venue travailler après ça ici à l'hôpital du Sacré-Cœur. Fait que, mais du monde, non, c'est ça. Mais je m'étais payé à la traite. Je m'étais payé à la traite. Moi, je savais danser. Eliane, elle dansait bien. Oui. Ouais, puis c'était un bal, là. Ben oui. Un bal de graduation. Fait que là, vous avez pu vous en faire à croire. Oui, mais moi, là, je sais danser, par exemple. Je viens du fond du rang, mais... la plupart des filles, il y avait des gars qui ne savaient pas danser. Ben, je le crois, ben oui. À l'époque, c'était pas... Non, si tu savais danser, c'est parce que tu avais des parents, là, c'est soit des hautains ou tes parents qui, comme mes parents, moi, qui avaient dit, vous allez apprendre à danser. Ouais. Ben, puis pour l'époque, pas que ça fait bien des années, mais pour l'époque, comme vous dites, de la campagne, sur une ferme que vos parents poussent à faire. C'est de l'art, hein? C'est une forme d'art, la danse. Tu payais pour suivre des cours de danse. Oui. C'était pas donné, là. Mais pour le temps, là, aujourd'hui, on va dire que ça coûtait pas cher, mais pour le temps, tu n'avais pas d'argent. Ben, c'est ça. Tu n'avais pas d'argent, hein? Fait que c'est ça. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, puis là, il y a 2 de mes sœurs qui se mariaient, là, entre-temps, une avant moi, puis une après moi. Fait que là, j'ai dit, ben là, Eliane, on se marie, je crois. Puis on s'est mariés le 12 décembre 1970. OK. Ouais, c'est ça. Et de cette union-là, on a eu 5 enfants. 5 enfants. 5 enfants. 3 filles, 2 garçons.
Puis là, Annie est décédée, elle fait 2 ans. Non, fait 4 ans. Ça fait 4 ans l'automne, 3 ans et demi. Décédée à 46 ans. Et puis, cancer. Puis, on a été 50 ans mariés. Puis là, Eliane a fait un AVC, ça fait 4 ans. Fait qu'elle est placée. Mais je m'en occupe. Je vais la voir 4 fois par semaine. Puis je la sors. Puis on l'amène à la maison. Puis c'est une épreuve de la vie, mais elle est consciente. Elle a sa tête. Elle est capable de manger toute seule. Elle est propre, elle n'a pas de couche. Elle est capable de... C'est son corps qui a lâché. Oui, elle est paralysée. Elle parle de la parole, puis... ouais, mais elle reconnaît tout son monde, puis elle se dit qu'il passe pas un sapin. Là, c'est ça qui est le fun de notre côté, parce que, tu sais, si on irait à voir, elle n'a pas connaissance de rien, mais elle a connaissance de tout. Comment on survit, vous allez dire c'est le guerrier en vous, comment on survit dans la même année à la perte de sa fille et à la déficience parce que c'est une déficience finalement physique, c'est ça. à la déficience de son épouse? Faut se parler. Tu dis, la vie n'est pas finie. Hein. Mais, je veux dire, ça a été difficile. On ne pensait pas qu'elle nous avait dit qu'elle ne passerait pas au travers, tu sais. Elle ne passerait pas au travers, il nous avait dit que le cerveau était mort, puis c'était fini. Mais elle est allée, où qu'elle a été soignée, à Victoriaville, les petites madames là, qui ont été là, ils ont dit, on ne fait pas de miracle, mais c'est quasiment ça. Puis c'est quasiment ce qui est arrivé, un miracle. Oui, c'est ça. Quand elle a repris connaissance de la vie, puis elle a repris, tu sais, a repris contact, tu sais, mais on était dans la COVID aussi, hein, fait que c'était pas facile. Puis elle est consciente de son handicap, là. C'est ce que j'entends. Elle est consciente de tout. Ça veut dire que c'est aussi difficile pour elle? Oui, mais elle est résiliente. J'ai voulu engagé quelqu'un pour qu'elle apprenne à parler, puis elle a eu 2 sessions, puis elle ne voulait pas. Non, elle accepte d'être de même. Okay. Elle trouvait ça trop, ça demandait trop. Si elle aurait fallu qu'elle ait la détermination de dire je vais réussir, mais ça y en demandait trop. Puis elle, c'est comme à un moment donné, ils ont voulu demander s'il y a une complication, si elle allait être réanimée. Là. Oui. On s'en était parlé, nous autres, avant qu'elle fasse ça. Mais oui. Puis là, j'ai eu la même discussion avec elle, même si elle n'est pas capable de parler, elle me comprend. Elle fait des signes, j'imagine. Ouais. Oh, oui. Puis elle m'a dit, tu sais, puis elle dit oui puis non, là, ça, elle est capable de le dire, mais des fois, c'était un non catégorique. Hein. Non, un non catégorique, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, tu y parles de, même, elle avait son compte de caisse, puis elle a des placements, puis là, tout transférait ça. Ils sont encore à elle, mais c'est moi qui fais ces transactions, puis tout ça, puis je lui montre ça, puis elle est toute connaissante de ça. Ah oui, elle réalise, elle est capable encore de comprendre. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, c'est ça qui est fun, tu sais. Ben puis là, quand c'est le temps de l'habiller, acheter du linge, là, moi, je n'étais pas bien habile avec ça. C'est ma soeur qui s'occupe de ça. Puis, non, on fait ce qu'il y a à faire, là. Puis, tu sais, mais je veux... Elle est bien entourée. Oui. On l'amène à la maison, on l'a amené à la cabane à sucre, on l'a amené à la fête des mères, là. À la fête des pères, les enfants vont l'emmener. Après ça, on l'a amené chez Marie-Claude à Saint-Célestin. Les gars apprennent dans le bras, puis on embarque dans le char, puis on en met des photos. Ah, c'est beau. On fait tout ce qu'on peut pour y donner les petits bonheurs. Puis là, j'ai 2 petites filles, arrière-grand-père. On a 2 petites. Là. Une qui a 10 mois, puis l'autre, elle a 15 jours. Là. Puis là, les petites, ils ont été la voir avec les enfants. Là, hein. Elle les prend, elle est contente. C'est tout... c'est une épreuve en même temps, puis ça... tu dis, ben, si elle serait plus là, on vivrait pas ces moments-là. C'est vrai. Ouais. Tu sais, c'est comme... Il faut prendre ça autrement, là, tu sais. Puis moi, ben, autrement que ça, puis la vie, ben, faut que je m'arrange pour m'occuper d'où, pas virer fou, là, tu sais. À un moment donné, je suis assez actif, moi, Ben, c'est que la vie continue malgré tout. La vie continue, ça fait 4 ans, de 24 août qu'elle n'est plus à la maison, là. Et elle vient à la maison, mais pas...
Elle pleure pas. Elle pleure pas. Puis elle regarde tout. Puis c'est correct pour elle. C'est correct. Puis là, quand elle avait parti, elle faisait toute la comptabilité de la compagnie, tout. Puis le bureau était à la maison. Puis là, on a fait le bureau à la ferme. On l'a fini le bureau. Fait que là, on l'a emmené à la ferme voir le nouveau bureau, là. Hey, c'était revu les yeux. Oui. À la maison, elle était bien installée avec son ordinateur. Elle faisait ça. Là, c'était dans un ancien salon. Là. Mais là, quand elle est arrivée, tout fini en beau vernis. Puis les écrans, comme c'est ma belle-fille qui fait la comptabilité de deux écrans d'ordinateur. Oui. Oh mon Dieu. Tabarnache. Si vous voulez bien, on va revenir. Est-ce que vous avez eu, vous, des souvenirs? On va revenir à quelque chose de plus léger. Des souvenirs de la guerre, comment c'était? Avez-vous, y a-t-il quelque chose? Non, moi, quand je suis né, la guerre était terminée. Mais mes parents m'en ont parlé. Hey, c'était... Les gens qui n'avaient pas de ferme, que c'est comme aujourd'hui, pas moins de temps fait aujourd'hui, là. Je fais un gars dans le COVID, il a manqué de papier de toilette. Le monde a manqué de se battre pour avoir du papier de toilette. Tu sais, c'est assez ridicule. Mais à l'époque, mettons, tu voulais avoir du beurre. Oui. Du beurre et du sucre. Du beurre et du sucre que j'ai à ma connaissance, ça te prenait des coupons. OK. Il fallait que, je ne sais pas si c'était le gouvernement ou la municipalité donnait des coupons. Tu avais le droit d'avoir du beurre. Puis tu avais le droit d'avoir du sucre à la poche. Mais chez vous, le beurre, j'imagine qu'avec la ferme, votre mère le faisait. Oui, il le faisait. Mais pour ceux qui n'avaient pas de ferme, c'était ça. Puis le sucre, à l'époque, le sucre, on disait que ça se vendait une pièce la poche. Oui. Mais en temps de crise, ça se vendait 10 piastres la poche. Oh mon Dieu, pour vrai? Ouais. 10 fois plus? Puis c'était la farine, c'est ainsi de suite. Puis mon père, il disait... Et puis c'est des essentiels? Il disait, comme à l'époque, là, la guerre de 39-45, là, il commençait à avoir des bazous, des vieux chars. Là. Le fer, rien que pour faire, c'est comme aujourd'hui, pour faire de l'armement, ça prenait du fer. Oui. Les bazous, ils se vendaient quasiment le prix d'un char neuf. D'un char neuf. Ben voyons. Ouais. Voyez-vous, ça, j'en apprends beaucoup aujourd'hui. Mon père, il disait, il voyait un cours de scrap, là, s'il arriverait une guerre, ça se viderait tout, ça. Puis, au niveau des progrès, tu sais, on a parlé, je pense, un peu de l'avènement de l'électricité. Tantôt, vous m'avez dit 1945. Si non, chez nous, c'est en 40. Puis, chez nous, en 40. OK. Puis, chez mon grand-père, en 45. Mon père tirait, à l'époque, en 40, il devait tirer une quinzaine de vaches. Mon grand-père en tirait à 45. Puis, il tirait tout en main. Puis, mon père avait des treilleuses. Parce qu'il avait fait venir le courant. Mon grand-père a fait venir le courant pour alimenter à Kelly. Okay. À Kelly. Fait qu'il y avait un pouvoir politique, puis ça se rendait à la route Kelly. Mais mon grand-père avait dit, parce qu'il y avait une beurrerie au coin de la route La Chance. Oui. Chez les Bolducs, il y avait une beurrerie, là, fait qu'il a dit, le courant va se rendre jusqu'à la beurrerie. Et, il était pesant en politique. Il était influent. Il était influent, c'est... Ouais. Puis... Après ça, ben les chemins étaient ouverts. Écoute, moi, j'ai eu connaissance en 50 même, là. Et on allait, quand les chemins étaient bouchés, on allait mener les bidons de lait au train, là. Fait que mon père, pendant des années, là, les trucks, c'était un 6 roues qui ramassait les bidons, mais l'hiver, bien souvent, là, il allait amener les bidons au train parce que le chemin n'était pas ouvert pour aller à Québec. Ici, tu avais les Vigneault, tu avais les Mayotte. C'était les Mayotte, son grand-père. Oui. Les Vigneaux, tu avais Rodolphe Roy, tu avais Aurélien Poulain. C'était la Triplessis, anciennement, c'était après ça, les petits. Les Cormier, Cormier du 11, Gérard Cormier, c'était tout des laitiers. Fait qu'il y avait chacun leur run en ville. OK. Ouais, il fallait qu'ils passent. Ils passaient à tous les jours. Tous les jours, ramasse des pains de vide, puis ramasse... c'était... il fallait laver ça. Il lave ça, ces peintes-là. Ben oui. Il y en a qui ont essayé de repartir de la routine de ça avec des peintes en vitre, là, les lambrons de Saint-Tite. Oui. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est bien des pertes, c'est bien trop d'ouvrages. Oui, vraiment. Payer des salaires pour tripoter des peintes vides, là.
Hein? Ça coûte cher. Ça coûte cher. Hein? Puis, on va terminer ça sur vos implications. Vous avez été impliqué, vous, au niveau de l'UPA, évidemment, parce que Oui. vous êtes un producteur agricole. Vous avez été aussi impliqué au niveau de la vie municipale. Oui, j'ai été 11 ans au conseil municipal, à s'ostiner avec la ville, s'ostiner. On s'ostinait sur tous les bords, mais c'est pas pour en revenir à la fusion qui a eu lieu le 15 janvier. Oui. Puis c'était une très bonne chose, mais il y a des ajustements à faire. Mais c'était des guerres de clocher des deux bords, même pour la religion, parce qu'on avait deux églises, Fatima et Saint-Calix. Ben oui. Puis moi, j'ai été marguerillé, mais il y a 35 ans, j'ai voulu unifier ça avec Clément Fecteau. Fait qu'on avait sorti la CVA, puis c'était la guerre. C'était à moitié dans la ville, moitié dans la paroisse, mais deux églises différentes, puis niaisage. À tous les niveaux. Hein? À tous les niveaux. C'était au niveau, après ça, le lait, nous autres, vu qu'on vendait notre lait plus cher que ceux qui allaient à la coopérative, bien, à un moment donné, on s'est fait jalouser avant qu'ils décident d'avoir des vaches qui... Parce qu'à un moment donné, même en 95, il y a la guerre des deux laits, parce que tu avais le lait nature. Oui. Ça s'est réglé en 95, mais ça a été 10 ans de guerre. Tu avais le lait nature, mettons, tu ramenais ça aux 100 livres. Là. Oui. Bon, ben, le lait nature versus le lait industriel, tu avais 10 piastres du sang de plus. Mais il fallait que tes vaches fassent l'année, il fallait que ton gars fait du lait à l'année. Mais les autres, ils ne comprenaient pas ça, eux autres. Mais après ça, on a voulu être compensés pour ça. On a eu 0 bin bar. Contrairement à l'Ontario, eux autres, ils ont compensé les producteurs parce que quand tu dis ça fait comme site, ça fait depuis les années 40 là, qu'on alimentait nous autres, les laiteries de Borden, puis Laval, puis Cité à Québec. Tu sais, fait que les autres, si nous autres ne l'auraient pas fait, les autres n'auraient pas bu de lait. Là. Non, c'est vu de même. Tu sais, parce que là, tu avais communauté au début, la ferme du séminaire, la ferme de l'hôpital Laval. Oui, bien, les communautés religieuses avaient toutes... Oui. Après ça, les sœurs de la charité, puis après ça, il y avait Saint-Damien. Fait qu'eux autres, ils alimentaient le troupeau, l'hôpital, le couvent, puis ça. Oui. Mais après ça, les autres, il y avait encore qu'il y avait quelques vaches, là, mais à un moment donné, ça s'est bâti, mais là, il y avait besoin d'aller à l'extérieur pour avoir du lait. Fait que c'était tout. Il fallait tout se situer sur des routes, des chemins plus numérotés. Pour qui étaient accessibles à l'année. Ça prenait ça d'un. Puis après ça prenait du monde qui avait déjà investi dans la génétique. Oui. Parce que les autres, il y avait des croisements de rhum avec des vaches archers. Oui, non, c'était pas... ça avait un trillon après gros de même. Non, c'était pas l'idéal. Fait que c'est tout... c'est drôle, j'ai vu cette évolution-là, puis mon père, c'était pas un gars de chevaux, c'était un gars de machinerie, parce que il y a eu un premier tracteur en 1939, puis après ça, il y a eu un batteur, une lieuse, il a moissonné pendant les années 40, puis en 50, il y a eu une moissonneuse-batteuse. Hey. Moissonneuse, massiariste, 10 pieds, puis là, maintenant, au bout de 2 ans, c'était pas assez gros, là, il a vendu ça, il a acheté une 12 pieds caoutchouc, mais le grain, il était empoché, il n'avait pas une trémie. Là. Non. T'étais dans des poussières, dans la poussière, pas de cabine, dans la poussière, puis t'achètes tes poches. Mettons que t'avais 3 poches, les poches pesaient 100 litres, tu vois. Là, tu tirais sur la corde, il tombe à terre. Ramasse-moi après ça. Ah, non. À la fin de la journée, t'avais le plaisir de ramasser des poches. Oui. Oui, c'est ça. Fait que c'était... Moi, j'haïssais ça, la batteuse. Puis mon père, en 50, il y a eu une four à verre avec un moteur. C'est la four à verre. Il était avant-gardiste. Ah, mon père, la machinerie, lui, il allait battre ailleurs, ensiler ailleurs. La ferme Nalette, là. Ici, il y avait la ferme Nalette dans le neuf. Là. La grange existe encore. OK, mais je ne connais pas. Ferme Nalette, c'était la ferme de l'hôpital, ça. OK. Ouais. Puis mon père, il fallait qu'il y aille avec
faire la facture avec la mère supérieure. La mère supérieure. Et bonté. Ouais, c'est ça. On va être obligé de conclure. OK. C'est pas que Bonté. On aurait pu faire 1h30. Ça, j'ai 90 bonté. Vraiment, j'ai appris beaucoup avec vous aujourd'hui sur plusieurs choses. Puis je vous remercie vraiment d'être venu partager tous ces souvenirs-là avec nous. Ah ben ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.